Donc moi je me présente, Geoffrey Houppe, je suis animateur au Pluvial donc, pour l'association Adopta, donc pour la promotion et le développement de la gestion intégrée donc, des eaux pluviales sur le territoire national. Voilà. Alors, hop, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, alors j'ai un petit bug, excusez-moi. Toc. Hop, je vais peut-être relancer mon... Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, donc l'association Adopta a été créée en 1997, donc à l'initiative du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai et de la société donc, des eaux de Douai, de la ville de Douai. Pourquoi l'association a été créée en 1997? Puisque au début des années 90, sur la région de Douai, pendant 5 ans, il y a eu 5 orages de type décennaux, donc des orages qui normalement devaient revenir sur une période de 10 ans. Donc là, ils sont revenus tous les ans. Et donc, suite à ça, 5 inondations. Donc c'est devenu une préoccupation importante donc, et politique sur les territoires de Douai. Et au lieu de partir à cette époque-là sur une politique d'assainissement par le tout tuyau, comme on le faisait, il y a plutôt une volonté de partir sur tout ce qu'on appelait à cette époque les techniques alternatives, donc de gestion des eaux pluviales. Donc ne plus recourir au tout tuyau. Et donc au lieu de forcer les acteurs de l'aménagement à partir dans cette voie, eh bien, les élus de Douai ont plutôt décidé d'apporter un soutien à la fois sur la sensibilisation et sur la formation pour s'approprier donc justement ces nouvelles techniques. Et ça a plutôt bien fonctionné puisque au bout de quelques années, d'autres types d'orages donc sont revenus, les problématiques ont été gérées et les inondations ne sont plus revenues donc sur le territoire de Douai. Et donc petit à petit, il y a eu plusieurs collectivités, plusieurs entreprises, plusieurs organisations qui sont venues frapper donc à la porte de l'Adopta. Et puis l'association s'est développée dans le 60, dans le 57, dans le 49 et dans le 53. Donc il y a 25 ans d'expérience, enfin plus de 25 ans d'expérience aujourd'hui donc pour l'association Adopta donc sur la technique, enfin sur tout ce qui est technique gestion intégrée des eaux pluviales. L'association donc comporte 200 membres, 7 partenaires financiers dont les agences de l'eau. Et puis donc nos grandes missions, c'est l'animation, la sensibilisation, l'accompagnement. On fait également aussi des formations donc sur ces sujets. Et de plus en plus, donc l'Adopta interroge donc l'eau et questionne l'eau de manière systémique sur toutes les problématiques actuelles, la rechargement des nappes phréatiques, les îlots de chaleur, la biodiversité, l'adaptation par rapport au changement climatique, et puis enfin valoriser l'eau véritablement comme une ressource. Voilà, vous pouvez retrouver tout un tas de fiches techniques sur notre site internet. On fait des publications donc, à ce sujet. On fait également des vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis on a un showroom à Douai sur lequel vous pouvez découvrir tout ce qui est technique donc alternative à l'air libre, puisque généralement elles sont plutôt enterrées. Donc c'est pour ça que le showroom a été créé, pour pouvoir les découvrir donc grandeur nature. Alors, pour bien comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, donc du coup, c'est intéressant toujours de remonter voilà, dans l'histoire, puisque tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on ne l'a pas forcément mal fait, on l'a fait tout simplement pour ne plus mourir de maladies liées à l'eau. Donc si on remonte au Moyen-Âge, comment on gérait les eaux à cette époque-là? On les gérait de manière chaotique, hein. On jetait les pots de chambre par les fenêtres, ça tombait sur la tête des gens, ça tombait dans les rigoles donc, des rues, puis ça se mélangeait aux eaux pluviales, ça se mélangeait aux eaux des tanneurs, aux eaux des poissonneries, aux eaux des boucheries, ça faisait des tas d'immondices comme ça un peu partout, et c'était responsable donc, de la prolifération de maladies, typhus, coqueluche, peste, etc. Ça a perduré, cette manière-là, donc de gérer les eaux pluviales, ça a perduré jusque 1830, donc avec Napoléon. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Donc en 1830, la France et l'Europe et toutes les grandes capitales européennes ont été percutées par les grandes épidémies de choléra. Donc sur Paris, il y a eu quand même 20 000 morts, et donc c'est devenu une très très grosse préoccupation. Et donc, on pensait à cette époque-là que
les épidémies, les maladies n'étaient pas dues forcément aux eaux pluviales, mais elles étaient dues donc à ce qu'on appelait les miasmes, donc des particules contenues dans l'air et contenues dans le brouillard. Et donc, une des raisons pour lesquelles Napoléon a fait appel au préfet Haussmann, donc pour retravailler les boulevards de Paris, eh bien, c'était justement d'élargir les rues afin de refaire pénétrer la lumière à l'intérieur donc, des rues, pour ne plus avoir ces problématiques de baisse de luminosité, de brouillard, etc., afin de lutter contre les miasmes. Parallèlement à ça, il y a quand même eu une progression scientifique et de connaissances sur le sujet donc, de prolifération des maladies. Alors on n'est pas encore chez Pasteur, on n'est pas encore en 1880, Pasteur c'est en 1880, mais on commence au niveau de la science à comprendre que les maladies peuvent être liées à l'eau. Et donc du coup, comme on élargit les boulevards, eh bien, on va pouvoir aussi élargir les égouts. Et donc là, c'est Napoléon qui charge du coup l'ingénieur Eugène Belgrand donc d'élargir en fait tout simplement les égouts. Et on évacue comme ça très très vite donc les eaux en dehors de Paris. Et assez vite, voilà, les épidémies du coup ne reviennent plus. C'est un grand succès. Et donc le Paris devient un modèle au niveau européen en termes d'urbanisme grâce à la gestion de l'eau. Donc là, vous voyez sur cette gravure les réseaux enterrés, c'est le modèle de cette époque-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On imperméabilise fortement les rues, on enterre donc les réseaux d'évacuation et on ne mélange plus donc les eaux usées avec les eaux pluviales. Tout est rejeté donc à l'extérieur donc de l'agglomération. Donc l'eau est véritablement considérée comme un déchet à cette époque et on canalise donc par des réseaux enterrés et c'est formidable, on ne meurt plus des maladies donc, liées à l'eau. Et ça c'est vraiment extrêmement important à connaître puisque c'est des raisons qu'on a un peu oubliées aujourd'hui et cette manière de gérer l'eau donc, dans nos villes, eh bien, c'est très ancré culturellement. Donc, alors qu'on est tout à fait capable désormais de pouvoir gérer les eaux autrement et de les infiltrer sans forcément imperméabiliser donc, nos villes. C'est ce qu'on verra donc, par la suite. Une petite frise là pour bien comprendre comment s'est passée la gestion et remettre les éléments un peu dans le temps donc, sur la gestion de l'eau. Donc 1854, la transformation des égouts de Paris, c'est ce qu'on vient de voir. En 1902, il y a vraiment une très grosse préoccupation donc, sur l'hygiène. Il y a une très grosse politique hygiéniste à cette époque-là. Il y a la création d'une association donc, pour porter cette politique hygiéniste qui s'appelle l'AGHTM, qui est l'ancêtre de l'AST, qu'on a toujours aujourd'hui. Chaque commune à cette époque avait son propre responsable de l'hygiène pour bien se rendre compte hein, donc, de cette préoccupation. Donc, et du coup, vraiment, l'eau, encore une fois, on cherche à l'évacuer. Par contre, problématique, on n'a plus dans nos villes, à l'intérieur de nos villes, on n'a plus de la pollution. Par contre, on la retrouve à l'extérieur. Et on se rend compte que dans les milieux naturels, dans les fleuves et les rivières aux alentours des communes, avec le modèle d'évacuation qu'on avait à cette époque-là, eh bien, on commence à avoir des pollutions donc, à l'extérieur des villes avec des fleuves qui ressemblent carrément à des cloaques à cette époque-là. Donc du coup, on commence à se prendre la tête, à se dire, bah voilà, on va peut-être créer donc, des procédés de traitement. Et le premier procédé de traitement est créé en laboratoire par deux Anglais, donc c'est Arden et Lockett, c'est en 1914. Par contre, au départ, on avait quand même des soucis de dimensionnement et on n'arrive pas à le développer tout de suite. Donc il faut attendre 1944 pour voir fleurir la première station d'épuration de France, AHR. Pour l'anecdote, donc sur d'anciens champs d'épandage. Et puis, c'est un succès, très très vite. La France entière, en 80 ans, va s'équiper d'un réseau complet et performant d'assainissement, qui est repris en exemple aussi également dans d'autres pays. Donc c'est un gros succès. Par contre, parallèlement à ça, il y a beaucoup d'artificialisation, donc beaucoup de ruissellement, et on se retrouve au bout d'un moment
quand il y a des très grosses pluies, avec la même problématique initiale, on se retrouve encore une fois avec des pollutions importantes dans nos milieux naturels. Donc on essaye quoi? On essaye de créer ce qu'on appelle des déversoirs d'orage. Il y a le développement des déversoirs d'orage. Donc pourquoi? Puisque lorsqu'il pleut beaucoup, les stations d'épuration ne sont pas capables de traiter le surplus d'eau. Et donc le déversoir d'orage permet, quand ça pleut beaucoup, de renvoyer donc une partie de l'eau afin de ne pas saturer donc les stations. Voilà, ça fonctionne un temps, mais encore une fois, on continue d'artificialiser et puis on se retrouve finalement avec les mêmes problématiques. Alors, il y a le réseau séparatif après qui commence à se développer. Toutes les villes n'en ont pas aujourd'hui. Alors, le réseau séparatif, c'est un tuyau pour le réseau d'eau usée et un tuyau pour le réseau d'eau pluviale. Mais malheureusement, c'est très compliqué donc à mettre en place et on se rend compte que ça dysfonctionne. Il y a 60% du réseau séparatif aujourd'hui sur le territoire national qui dysfonctionne à cause des mauvaises connexions entre les tuyaux. Des particuliers par moment qui ne savent pas et qui mettent leur machine à laver directement branchée sur les eaux pluviales, ou des mauvaises connexions qui se sont faites par les professionnels au fil du temps. Et donc, c'est plus forcément la solution, c'est plus forcément non plus la solution idéale. Voilà. Et donc, à ce sujet, ça c'est important aussi de le rappeler. Donc, il y a une obligation réglementaire. La France, elle doit atteindre ce qu'on appelle le bon état écologique de ses masses d'eau d'ici 2027. C'est une directive européenne. Et il faut savoir qu'en France aujourd'hui, alors que c'est pour 2027, actuellement, il n'y a que 50% de nos eaux qui atteignent donc, ce bon état écologique. Et même sur certains territoires nationaux, donc il y a des endroits où on est uniquement à 24%. Donc tout ça pour dire que jusque maintenant, on a empilé un peu les techniques les unes au-dessus des autres. Et puis, on est toujours sur les mêmes problématiques au final. Et d'autant plus que l'artificialisation continue de progresser. Alors là, ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde d'anciennes photos d'époque ou lorsqu'on regarde d'anciennes cartes d'époque, eh bien on se rend compte qu'aujourd'hui, là où on a des grosses problématiques d'inondation, c'était à l'endroit où il y avait d'anciennes mares, où il y avait d'anciennes zones humides. Donc l'eau reprend toujours ses droits au bout d'un moment. Et donc, on a commencé à comprendre l'importance des zones humides, l'importance de ces mares, puisqu'elles font zone tampon lorsqu'il y a des grosses pluies. La France, s'est fortement artificialisée, donc on peut le voir ici sur cette carte. Il y a une augmentation de la population de 23% entre 1982 et 2011. Et parallèlement à ça, la surface des unités urbaines sur la même période, elle, a augmenté de 42%, en passant de 83 256 km² à 118 718 km². Ça représente à peu près 160 terrains de football par jour. Et aujourd'hui, donc, ça continue. Du coup, alors, il ne s'agit pas de culpabiliser comment on a fait à cette époque-là. L'artificialisation a suivi tout simplement nos modes de vie. On a créé des écoles, on a créé des centres commerciaux, on a créé des zones résidentielles, des zones industrielles aussi également. Mais on l'a fait par moments sans prendre en compte l'impact de toutes ces infrastructures sur la gestion de l'eau, parce qu'on ne savait pas encore comment véritablement l'importance de ces impacts. On ne connaissait pas encore trop. C'est pour ça que le ZAN, qui a été un peu remis en question ces derniers temps, donc le zéro artificialisation nette est très important, puisque si on ne le prend pas en compte, nos problématiques vis-à-vis des inondations vont continuer. Donc il faut repenser nos approches. Là ici, sinon, on a forcément des catastrophes. La nature, elle a tout son temps. Donc une inondation, si on ne l'a pas dans 5 ans, si on ne l'a pas dans 10 ans, on l'aura dans 15 ans. Tandis qu'un élu, lui, il n'a que le temps de son mandat pour changer les choses. Là, ici, vous avez sur l'île ce qui s'est passé en 2008, que j'ai connu, Robincourt en 2021, Lomprey en 2023. Et donc, parallèlement à ça, comme je disais tout à l'heure, la réglementation, en vue d'atteindre le bon état écologique de l'eau, impose aujourd'hui que les collectivités rejettent moins de 5% du volume d'eau traitée, qui est rejeté par le réseau d'assainissement, donc moins de 5% qui est rejeté vers les milieux naturels.
Donc là, ici, vous avez une photo d'un déversoir d'orage. Donc lorsqu'il pleut, voilà, ou lorsque les eaux usées partent vers la station d'épuration, c'est par la flèche jaune, donc flux de temps sec. Et lorsqu'il y a un très gros orage, par exemple, ou des trop grosses pluies, eh bien, il y a un débordoir et le surplus part vers le milieu. Et donc là, il faut être théoriquement, toutes les collectivités devraient être en dessous des 5%. Et comme on n'atteint toujours pas donc, ce bon état écologique, il faut savoir qu'en plus, cette norme, elle va être renforcée. Voilà, ça va passer très bientôt donc, aux alentours, enfin en dessous des 2%. Donc autrement dit, une commune ne pourra plus rien déverser donc, dans les déversoirs d'orage donc très prochainement. Donc il va falloir s'adapter. La problématique, c'est que ces améliorations, elles coûtent extrêmement cher aujourd'hui. Créer un réseau d'assainissement, créer des tuyaux, créer donc de l'imperméabilisation, ça coûte extrêmement cher. Et en plus, à côté de ça, vient se rajouter une nouvelle problématique, eh bien, c'est le réchauffement climatique qui va venir amplifier tous ces dysfonctionnements. Alors globalement, sur une année, il y aura la même quantité de pluie, donc, sauf qu'elle sera complètement répartie sur les territoires nationaux, à la fois différemment dans le temps, mais aussi dans l'espace. Il y aura des régions donc, qui seront beaucoup plus soumises, comme dans le Nord, on le verra après, donc, à des régimes de pluie très importants, et puis d'autres régions, donc, voilà, on va retrouver par contre beaucoup plus de sécheresse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, donc, on a alimenté plus de 200 collectivités donc, en eau par camion-citerne. Et on a commencé là à comprendre que l'eau, voilà, elle n'était pas infinie, la ressource en eau, elle n'était pas infinie. Donc ça nécessite voilà, de changer les choses, d'autant plus que ça crée des dégâts, donc lorsqu'il y a des orages, des dégâts sur nos infrastructures, mais aussi également sur la qualité de notre eau potable. Et aujourd'hui, il faut savoir le dire, la gestion de l'eau, en fait, sur notre territoire, c'est un échec. On n'arrive toujours pas donc, à abaisser voilà, la concentration en pollution dans l'eau au niveau des stations d'épuration. Et la santé et la bonne gestion de notre eau et la concentration des pollutions, c'est ces trois choses qui sont complètement liées. Donc c'est pour ça qu'il faut repenser les choses et au lieu de tenter absolument d'évacuer l'eau en dehors des villes, il faut apprendre donc à travailler avec l'eau, travailler avec la nature et au lieu de la rejeter comme un déchet, l'infiltrer. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Mais pour ça, il faut comprendre comment fonctionne un sol. Alors, petit focus rapide donc du coup sur comment fonctionne notre cycle de l'eau, puisqu'on apprend, excusez-moi, on pense souvent que la pluie, donc elle vient que des océans, elle vient que des fleuves ou des lacs. Donc c'est ce qu'on apprend au lycée, c'est ce qu'on apprend au collège avec le cycle de l'eau. Donc l'eau s'évapore, ça fait de la condensation, cette condensation provoque les nuages, ça précipite, ça fait de la pluie, et puis ça fait un cycle comme ça. Par moment, bon voilà, ça revient au niveau des montagnes, ça va faire de la neige au niveau des montagnes qui vont créer des glaciers. Ces glaciers donc, vont fondre, vont créer donc, les fleuves, et ainsi de suite. Donc ça recondense, etc. En réalité, ça c'est ce qu'on comprenait avant, mais ça n'est plus valable en fait aujourd'hui. 2/3 de la pluie donc sur les territoires proviennent donc des végétaux et proviennent du sol. L'eau, en fait, c'est ce qu'on appelle l'eau verte. C'est 2/3 de la pluie et donc c'est de l'eau qui est évapotranspirée par les végétaux et par les sols. Alors, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle l'eau bleue et l'eau verte. Donc l'eau bleue, c'est tout ce qui est haute surface, l'eau visible. L'eau qui est contenue dans nos lacs, l'eau qui est contenue dans nos rivières et dans nos nappes phréatiques et qui est directement, donc, qui sert directement donc, à tous nos usages, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, etc. Et cette eau verte, c'est quoi ? C'est toute l'eau qui est contenue justement donc, sous forme d'humidification à l'intérieur du sol et à l'intérieur des plantes. Et donc, quand on a le cycle de l'eau verte qui est représenté donc, sur l'image de droite, quand on a un bon cycle d'eau verte avec suffisamment de végétation et avec suffisamment donc, de sol vivant, eh bien, on a quelque chose donc, de tout à fait vertueux puisque ça va permettre de maintenir une grosse partie de l'humidité dans nos sols et ça va permettre aussi également de limiter forcément les sécheresses, de limiter aussi également une surcharge d'eau dans l'atmosphère et donc grâce en fait à cette grosse partie d'eau qui est stockée dans les sols et dans les végétaux.
Donc c'est pour ça que c'est très important de sauvegarder notre végétation et nos sols vivants. Là, vous avez 4 situations, des impacts, avec les impacts de l'artificialisation et de la répartition. Alors, pardon, plutôt de la répartition donc de l'eau quand il pleut, au niveau de nos sols et au niveau de l'évapotranspiration, et ce qui se passe quand on artificialise de plus en plus. Quand il pleut sur une zone naturelle, donc c'est l'image de gauche, eh bien vous avez 50% de l'eau qui part dans le sol. Dans ces 50%, 25% va rester dans le sol de surface. Et le sol de surface, ça va servir à la nourriture, aux nutriments, donc de tout ce qui est végétaux, tout ce qui est microfaune du sol. 25% va s'infiltrer et va alimenter donc les nappes phréatiques. 40% va être évapotranspiré par la végétation. Et enfin, 10% va ruisseler. Quand on regarde ce qui se passe au niveau d'une ville, eh bien, il n'y a que 15% de l'eau qui tombe, qui s'infiltre dans le sol. 5% uniquement va alimenter donc les nappes phréatiques. 10% va rester dans la structure superficielle du sol. 30% va être évaporé. Et enfin, le reste, il faut bien que ça parte quelque part. Et donc, ça va partir dans le ruissellement. Donc, 55% de l'eau de pluie part dans le ruissellement. Et quand il pleut beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Forcément, donc, les premiers points de saturation, ça va être nos bouches d'égout, nos avaloirs d'égout, qui sont des ouvrages hydrauliques qui sont conçus pour avoir un certain volume, un certain débit d'eau. Et puis dès qu'il y en a un qui déborde, ça se répand au deuxième et tout le réseau sature. Donc il faut infiltrer, il faut tenter de revenir donc à ce qui se passe dans une zone naturelle. Donc il faut infiltrer, mais on ne peut pas infiltrer comme ça n'importe comment. Pour infiltrer, pour avoir un sol perméable, même en ville, il faut qu'il y ait les 3 strates de végétaux, les 3 couches de végétal. Donc la première, c'est la couche arborée, la troisième, c'est la couche arbustive, et enfin arborée. Quand on a ces 3 strates de végétaux dans un sol, on a un sol vivant, on a un système racinaire complexe, on a tout un tas de bactéries, de champignons qui vont se développer et de vie qui va se développer dans nos sols, et c'est ce qui va permettre d'avoir de l'oxygène et d'augmenter la perméabilité du sol afin de faire pénétrer et d'infiltrer l'eau dans nos sols. Et donc forcément, si on imperméabilise, on n'a absolument pas ce phénomène. Le sol, c'est ça qui est très important aujourd'hui. Le sol, c'est un allié. Donc ici, vous avez un petit schéma qui représente rapidement comment fonctionne un sol. Vous avez la matière organique qui est dégradée par tout ce qui est sacrophage et détritivore. Après, ça s'humidifie, ça se transforme en humus grâce aux décomposeurs. Et puis cet humus va permettre la minéralisation et la création de nutriments pour les plantes. Et on est sur un cycle vertueux. Et quand on a de l'humus, quand on a cet ensemble d'écosystèmes, et bien du coup, on a un sol perméable, on a un sol qui est capable de faire sol éponge et qui est capable de garder l'eau. Si jamais il y a un de ces éléments qui manque, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qui provoque l'imperméabilisation. Donc la préservation de nos sols, même en ville, c'est quelque chose de tout à fait stratégique. C'est pas un truc d'écolo, c'est vraiment de l'ingénierie soutenable. Et c'est extrêmement important. Ici, on a une illustration des îlots de chaleur, un phénomène dont on entend de plus en plus parler, avec le réchauffement climatique, avec cette espèce de dôme de chaleur qu'il y a au centre des villes par rapport à la périphérie des villes. Il peut y avoir, sur certaines nuits, une différence entre 10 degrés entre le centre de la ville et la périphérie des villes. Donc pourquoi? À cause de l'effet d'albédo, tout simplement. On a des matériaux sombres au niveau de nos villes, le bitume, le ciment, qui vont réfléchir la chaleur pendant la nuit et qui provoquent ce phénomène d'îlot de chaleur. Le meilleur moyen aujourd'hui pour atténuer ces îlots de chaleur, ça va être l'eau et la végétation. Alors pourquoi? Parce que déjà, quand on a un arbre, on a de l'ombre, par exemple, mais c'est aussi surtout grâce à l'évapotranspiration. Je fais un petit focus là rapide sur l'évapotranspiration. L'évapotranspiration d'un végétal, c'est ce qui permet de faire monter la sève à l'intérieur
donc du tronc ou de la tige du végétal, et ça va s'évacuer donc par les stomates, donc des feuilles. Et quand cette eau, elle va se transformer donc en vapeur d'eau, c'est une réaction thermodynamique, elle va pomper de la chaleur donc à l'extérieur, et donc ça fait l'équivalent d'un climatiseur. Et aujourd'hui, un grand chêne, par exemple, est capable donc d'évapotranspirer jusqu'à 1000 litres par jour. Et donc c'est pratiquement l'équivalent donc de 20 climatiseurs en termes énergétiques. Et aujourd'hui, en dessous d'un arbre, donc on est capable donc d'un gros arbre, on est capable donc d'avoir une température de moins 10 degrés par rapport à l'air extérieur. Donc la végétation et remettre de l'eau en ville, c'est une solution par rapport à ces enjeux donc importants d'îlots de chaleur. D'autant plus que le réchauffement climatique s'accélère. Et donc l'impact du réchauffement climatique est d'autant plus important sur les continents, puisque les continents s'accélèrent beaucoup plus vite. Donc ce réchauffement s'accélère beaucoup plus vite sur les continents que sur les océans. Là ici vous avez les effets du dérèglement climatique sur le territoire. Et donc la France, c'est un des pays qui se réchauffe le plus. Alors je pense que vous connaissez les accords de Paris. Tous les pays donc, se sont alignés pour ne pas dépasser donc, les 2 degrés de réchauffement climatique à l'horizon 2050-2100. On s'est aligné là-dessus. La France, à cause de l'inertie du réchauffement climatique, même si on arrive à rester en dessous de ces 2 degrés de réchauffement climatique au niveau mondial, eh bien la France, elle sera quand même en 2100 à plus 4 degrés. Si on se rapproche un peu dans le temps, 2050, donc on sera à plus 2,7 degrés. Plus de 2,7 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la canicule qu'il y a eu en 2003, qui a causé quand même plus de 15 000 morts en France en 15 jours, eh bien ça sera une température normale en 2050. Donc il va falloir s'adapter. Là ici vous avez une petite carte de France, alors donc aussi également une carte du Nord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la répartition des pluies elle sera différente à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Et donc on le voit ici, dans le nord, eh bien, il va pleuvoir beaucoup plus, alors que dans le sud, il y aura une diminution significative des pluies. Alors pourquoi? Pour chaque degré de réchauffement climatique supplémentaire, on a 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère, 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère, ce qui va forcément amplifier donc, les précipitations lors des épisodes pluvieux. Et nos infrastructures aujourd'hui, elles sont tout simplement pas conçues pour ces pluies-là. Elles sont pas, parce qu'elles ont été dimensionnées dans les années 80, dans les années 90 pour des pluies décennales. Alors dans les années 80, une pluie décennale, elle représentait à peu près 32 mm en 1 heure. Pour se donner un ordre de grandeur, en 2018, à Douai, on enregistrait une pluie de 44 mm en seulement 20 minutes. À Laval, en Mayenne, pas loin d'ici, on n'est pas sur une zone tropicale, donc à Laval, on enregistrait 200 mm de pluie en seulement 2 heures. Donc on est dans une autre dimension complètement différente maintenant, on est dans autre chose. Et les relevés de pluviométrie passés, qui ont servi à dimensionner nos infrastructures, eh bien aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Sécheresse, inondation, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, puisque quand il y a des grosses inondations d'un côté, beaucoup d'eau d'un côté, forcément d'un autre côté sur le territoire, donc il y a des sécheresses. Et donc le changement climatique aggrave aussi les périodes de sécheresse et les assèchements des sols. Donc problématique forcément dans les zones agricoles, ça amène des sols desséchés, ça favorise le ruissellement intense. Le ruissellement intense dans les zones agricoles, ça va favoriser tout ce qui est coulée de boue. Les coulées de boue, on l'a vu sur Valence, c'est totalement destructeur pour les infrastructures. Et puis aussi, il y a un autre phénomène qui se développe de plus en plus, c'est le retrait-gonflement des argiles. Donc le retrait-gonflement des argiles, c'est quoi? C'est les argiles du sol. Comme on a des sols qui manquent d'eau, eh bien ça fait comme un accordéon et le sol est moins stabilisé et ça provoque des fissures, voire des effondrements de maisons. En 2017, vous avez une petite carte, là ici, il y avait à peu près 4 millions de logements qui étaient concernés donc sur le territoire national. Et en 2021, maintenant on a 10 millions
donc, de logements qui sont concernés, et plus on va assécher nos sols, puisque c'est ça la véritable problématique du retrait gonflement des argiles, et plus on va avoir des problématiques donc, d'affaissement ou de fissures au niveau des maisons. Donc on l'a vu, jusque maintenant, donc avec les mêmes problématiques, on a toujours eu la même réponse technique. Donc, c'est d'augmenter nos réseaux, toujours évacuer de la même manière donc, les eaux pluviales et les eaux polluées, les eaux usées. Donc, et puis on a toujours, on ne sait toujours pas gérer ces eaux. D'autant plus que maintenant, il y a des nouveaux éléments qui viennent un peu contrecarrer la logique qu'on avait auparavant. Il y a un élément financier d'abord. L'augmentation donc très importante des coûts de construction, puisque forcément ça nécessite des ouvrages de plus en plus importants. Il y a un élément de nature technique aussi, puisqu'une ville quand elle va s'agrandir, donc le réseau il faut l'étendre, et puis ça nécessite pour évacuer les eaux une pente gravitaire, donc voilà forcément. Et cette pente gravitaire, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne en fait des constructions de plus en plus profondes, et donc au niveau technique c'est compliqué. Et puis il y a un élément de nature environnementale, l'augmentation donc des volumes d'eau pluviale collectés, rejetés sans traitement, forcément ça pose des soucis donc au milieu aquatique et ça les dégrade petit à petit. Et si on n'atteint pas ce bon état écologique de l'eau, on peut arriver à quelque chose qui sera peut-être totalement ingérable, voire irréversible. Donc il faut les problématiques sont différentes. Il faut donc une réponse donc désormais qui est différente. Il faut changer de politique, puisque généralement maintenant sur un même territoire, on va peut-être le voir encore cet été, il y a des sécheresses, on paye pour ramener l'eau donc pour irriguer, pour l'eau potable, et puis à un autre moment dans l'année, on va payer pour évacuer l'eau. Donc on est vraiment, parce qu'il y aura des inondations, donc on est vraiment sur de la maladaptation. Donc il faut changer ça, parce qu'en plus, ça coûte cher. C'est de la mauvaise gestion. Et donc la gestion intégrée des eaux pluviales, en plus maintenant on a un recul, on a quand même un recul de 30 ans, notamment sur Douai. Douai, aujourd'hui c'est pratiquement une ville éponge, 25% du territoire du Douaisis est déconnecté du réseau unitaire, donc, et gère les eaux pluviales en infiltration. Un tiers des voiries donc, de la ville sont également déconnectées. Il n'y a pas de ruissellement en fait, sur les voiries. C'est géré aussi également en infiltration. Et même la zone d'activité, donc 40% du parc d'activité du Douaisis, dont un parc de 100 hectares, c'est celui d'Amazon, gère entièrement donc, ces eaux pluviales en infiltration. Et donc là, ce qu'on voit en fait, sur le graphe que vous avez ici, vous voyez la pluviométrie donc, au cours du temps. Et puis en dessous, vous avez le volume déversé par les déversoirs d'orage sur la région de Douai. Et on voit bien qu'aux alentours de 2008, à force de travailler donc, sur l'infiltration, on a un découplage entre les deux courbes. Donc, et donc on rejette beaucoup moins d'eau à l'extérieur, dans les milieux naturels. Et donc du coup, on a ce découplage. Et Douai aujourd'hui est une des rares collectivités à atteindre donc, cet objectif de 5%. On est en dehors des 5% donc, de rejet du réseau d'assainissement donc, dans le milieu naturel. Donc ça fonctionne. Alors, on n'est pas encore aux 2%. Donc il n'y a aucune collectivité aujourd'hui qui est en dessous de 2%. Donc il va falloir encore travailler. Mais voilà, ça exige donc, de déconnecter au fur et à mesure les différents aménagements donc, du réseau d'eau pluviale. Sur l'aspect financement, donc, ça aussi c'est important. Imperméabiliser, donc avoir recours donc, au tout à l'égout, donc avec un regard de visite, la grille, le raccordement, ça revient grosso modo à 50 voire 60 € le mètre carré. Construire des bassins de rétention aussi, c'est entre 1000 et 1500 € le mètre cube. Donc à partir du moment où on gère l'eau à la parcelle par infiltration, forcément on n'a plus ses coûts. Donc on diminue ses coûts. Donc ça c'est intéressant d'un point de vue aussi également financier. Et puis la maintenance du réseau d'assainissement, ça va devenir au fur et à mesure du temps un véritable gouffre financier. On a fait une étude sur Poitiers. Poitiers, c'est une ville de 200 000 habitants. Donc le patrimoine fluvial, le patrimoine du réseau d'assainissement d'eau pluviale de Poitiers est évalué à peu près à 500 millions d'euros. Ça représente grosso modo 800 km de tuyaux. Et donc ce sont des ouvrages qui sont prévus pour avoir une durée de vie d'à peu près 100 ans.
Donc là, on est déjà en train de renouveler ce qu'on a fait il y a une centaine d'années. Et on renouvelle ça, en fait, tous les ans. Comme on est obligé de le renouveler tous les ans pour que ça continue à fonctionner, un demi-milliard d'euros, enfin 500 millions d'euros, donc ça représente tout simplement 5 millions d'euros donc, pour maintenir nos réseaux efficaces donc, dans le temps. Et il n'y a aucune commune en France, enfin il y a une dizaine de communes comme Poitiers, à peu près de 200 000 habitants, qui ont à peu près le même nombre de tuyaux. Il n'y a aucune commune de cette envergure-là qui a ce budget-là pour pouvoir renouveler donc, tous les ans 5 millions d'euros pour pouvoir renouveler donc, et pour pouvoir entretenir donc, ce réseau. Donc qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure? Voilà, c'est qu'on risque d'avoir donc, de plus en plus de problématiques donc, pour gérer les eaux pluviales du coup. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend des problématiques sur notre eau potable. Ça, il faut bien percuter là-dessus. Notre eau potable, elle ne dépend que de la pluie. Si on ne gère pas notre eau potable, donc si on ne gère pas cette pluie, on n'aura plus d'eau potable. Sinon, ça s'appelle le dessalement de l'eau de mer, hein, tout simplement. Et le dessalement de l'eau de mer, c'est encore plus compliqué à gérer, donc, puisque ça crée tout un tas de pollutions donc, salées, ça crée ce qu'on appelle des saumures, et ça coûte extrêmement cher, ça coûtera même encore plus cher que entretenir nos réseaux. Voilà, pour expliquer un peu aussi également, une anecdote que j'aime bien expliquer. Une goutte d'eau aujourd'hui qui tombe à Paris sur un sol donc, imperméabilisé, elle met à peu près 2 jours pour rejoindre la mer. Si cette même goutte donc, à Paris tombe sur un sol perméable et qu'elle s'infiltre, cette même goutte d'eau, elle va mettre des dizaines d'années, voire des centaines d'années avant d'arriver à la mer, et c'est ce qui permet justement la création de réserves et c'est ce qui permet de reconstituer donc, tout ce qui est nappe phréatique profonde et moins profonde. Et alors aussi, il y a quelque chose aussi qu'on oublie. Alors les inondations, on en parle beaucoup. Donc, parce que c'est spectaculaire, on les voit assez souvent donc à la télévision. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est vraiment les sécheresses. Les sécheresses qui coûtent le plus cher donc, au niveau du territoire national, ce ne sont pas les inondations, c'est les sécheresses avec tous les impacts qu'il y a sur l'agriculture, tous les impacts qu'il y a au niveau donc, des infrastructures à cause du retrait gonflement des argiles. Et donc ça, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, et les sécheresses, c'est bien malheureux, voilà, puisqu'elles apparaissent, parce que forcément, nos sols sont de plus en plus secs, parce qu'on tente un maximum toujours d'évacuer l'eau en dehors donc, des villes et de l'envoyer donc, le plus rapidement possible en fait, à la mer. Donc l'infiltration, en fait, c'est une des solutions. Donc ça repose donc, sur une question de philosophie. Donc la gestion intégrée des eaux pluviales. Pourquoi? Puisque ça incarne véritablement le passage d'une logique d'évacuation de l'eau qu'on a eue jusque maintenant, qui est culturelle dans notre manière d'aménager donc l'espace urbain, à une logique plutôt de cohabitation avec l'eau. Et ça repose donc du coup sur 3 gros piliers. Le premier pilier, c'est quoi? C'est faire des eaux pluviales une richesse et non pas donc, un déchet. Infiltrer au plus près donc, du point de chute afin de réhydrater les sols. Et puis en cas d'infiltration partielle, on va retenir l'excédent et le rejeter donc, en débit limité. Donc c'est des principes simples, mais c'est des principes simples qui vont concerner tout le monde, même le particulier et tous les acteurs de l'aménagement. Ensuite, donc, il y a aussi également un cadre théorique avec donc, 4 grands principes. Le premier, c'est de ne pas concentrer les eaux pluviales. Plus on concentre les eaux pluviales, plus c'est compliqué à gérer. 1 mètre cube d'eau, c'est 1 tonne. Donc plus on canalise, plus c'est compliqué. Le deuxième point, c'est de ne pas faire ruisseler les eaux pluviales. Quand une goutte de pluie tombe, elle n'est pratiquement pas polluée. 80% donc, de la pollution de la pluie, ça provient du ruissellement. C'est quand l'eau va s'écouler et va lessiver donc, les voiries, lessiver les trottoirs. C'est ça qui va provoquer donc, la pollution. Donc moins on fait ruisseler, moins on a cette problématique quand on infiltre donc, de pollution. Enfin, il faut aménager et réaménager donc, sans imperméabiliser les sols. Aujourd'hui, il y a tout un tas de gammes de revêtements donc, perméables qui existent, qui permet d'avoir quand même un développement urbain tout en infiltrant l'eau. Et puis ensuite, donner plusieurs fonctions à un même espace. Ça, c'est extrêmement important, puisque par moment, on manque d'eau foncier. Et donc là, dans la gestion intégrée des eaux pluviales,
on va tenter de donner plusieurs fonctions à un même espace. Par exemple, une voirie va permettre le stockage de l'eau, et un espace végétalisé qui servait par le passé uniquement au côté un peu décoratif de l'espace urbain, bien, va permettre donc de gérer l'eau. Alors pourquoi le terme intégré? Parce qu'on va intégrer cette gestion de l'eau dans le plan masse. Donc vraiment, dès le début de la création du projet. Donc ça sera vraiment un des premiers gestes du projet. Si on ne le fait pas dès le début, la gestion de l'eau, c'est d'autant plus compliqué. Et généralement, c'est ce qui est fait encore aujourd'hui. On va gérer les eaux pluviales d'un projet d'aménagement, non pas au début, mais à la fin. Donc il faut vraiment l'anticiper dès le début, puisque ça permet d'utiliser au mieux toutes les solutions qu'on a aujourd'hui. Et puis la logique, c'est qu'on va diviser le projet en sous-bassins versants avec chacun son mode de gestion. Donc nous, on fait une analogie avec par exemple une toiture de maison. Chaque partie du projet d'aménagement est en quelque sorte une partie d'une toiture, un midi-bassin versant, ce qui va permettre de multiplier les capacités de gestion sur un projet d'aménagement et puis de permettre donc une meilleure infiltration, voire un meilleur stockage. Et l'idée, c'est de basculer donc peu à peu donc on dit toujours une image vaut 10 000 mots, donc ça représente bien le concept ici, de basculer de la ville entonnoir à la ville éponge. Donc la ville entonnoir, qu'est-ce qui se passe? C'est que du débit, donc on n'a que le temps de pluie pour gérer les eaux, puisqu'on les canalise. Donc du coup, il y a une notion de temps, donc il y a une notion de débit. Et quand il pleut trop, et sur une courte période, c'est pour ça que ça sature et c'est pour ça que ça provoque des inondations. Dans le cadre de la ville éponge, là, on va infiltrer l'eau, on va maximiser donc au niveau du territoire les capacités de gestion donc de l'eau. Donc du coup, on va gérer, comme on va gérer localement donc l'eau au plus proche du point de chute, on n'aura pas ce phénomène de saturation, on ne va pas avoir une addition des dysfonctionnements au niveau du territoire. On n'aura pas une addition des dysfonctionnements donc au niveau de la commune, puisque justement, on va infiltrer donc à la parcelle. Si jamais on a un dysfonctionnement, il restera avant tout local, il ne va pas se propager de tuyau à tuyau. Donc en termes de stratégie, donc c'est intéressant et c'est beaucoup plus flexible, puisque quand on infiltre, on gère l'eau quand la pluie tombe, et quand on stocke et quand on infiltre aussi, on gère l'eau donc après l'épisode pluvieux, contrairement donc à la ville entonnoir. Et on ne recourt pas donc à un réseau de collecte et de transport qui est complètement centralisé, ce qui va limiter donc les impacts. Il y a énormément de co-bénéfices donc liés donc à la gestion intégrale intégrée des eaux pluviales. Le premier, on l'a vu, c'est la diminution des volumes rejetés. Forcément, quand on diminue les volumes rejetés donc dans notre réseau d'assainissement, l'intérêt c'est de moins d'avoir d'inondations. Ensuite, on permet forcément la recharge des nappes phréatiques, puisqu'on infiltre plus d'eau dans nos sols. Ensuite, on hydrate nos sols. Si on hydrate nos sols, on peut faire mieux pousser de la végétation. Et donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'est l'atténuation donc des îlots de chaleur urbains. Si on a plus de végétation, du coup, on peut accroître aussi également la biodiversité. En accroissant donc la biodiversité, ça permet également de mieux recréer tout ce qui est trame verte et trame bleue, donc d'avoir de la création de corridors écologiques qui va permettre à la petite faune, tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est hérissons, etc., de pouvoir traverser nos zones urbaines. Et donc du coup, ça va jouer aussi sur tout ce qui est parasite au niveau de la végétation. Donc on est dans une sorte de cercle vertueux, donc avec la gestion intégrée des eaux pluviales. Et puis ça va jouer forcément sur le cadre de vie. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas un habitant qui n'aime pas avoir de la végétation donc autour de chez lui. Et quand on améliore le cadre de vie, quand on améliore donc la gestion de l'eau, on joue aussi donc forcément sur la qualité de l'eau, on va jouer donc sur la qualité de l'air, et donc on va jouer sur la qualité de la santé, on va jouer sur la santé publique. Et quand on joue sur la santé publique, forcément on fait des économies aussi. Donc l'ensemble
donc, de ces bénéfices qui sont vraiment complètement imbriqués, permettent de faire des économies de financement, donc à la fois sur la santé et puis aussi également donc sur le réseau global d'assainissement. Je reviens, alors j'ai beaucoup parlé d'adaptation juste avant, enfin je n'ai parlé même que d'adaptation. Il faut revenir aussi quand même à nos objectifs d'atténuation donc de nos émissions de CO2. Les sols, c'est un excellent stock donc, en fait, de carbone, puisqu'on va pouvoir stocker, en fait un sol vivant va permettre de stocker le carbone sous forme de matière organique. En France, il y a 3 à 4 milliards de tonnes de carbone qui sont stockées dans les 30 premiers centimètres du sol. Donc c'est 3 fois plus de carbone quand même que dans les bois des forêts. Donc c'est extrêmement important. Quand on a un stock donc, de sol vivant, donc, en fait, on atténue les émissions de CO2. Donc encore une fois, uniquement si on a un sol vivant. Et puis aussi également, il y a un autre élément important, donc moins on a d'eau dans nos sols, plus on a de l'érosion et on perd, il faut le savoir, 1 millimètre de sol donc, par an à cause justement de cette érosion. Alors ça peut paraître pas beaucoup en fait, 1 millimètre de sol, mais ça représente 30 tonnes de matière sèche donc, à l'hectare. Et en milieu agricole, ces 30 tonnes de matière sèche à l'hectare, on les retrouve dans les coulées de boue et c'est ce qui provoque donc, les catastrophes par les coulées de boue. Et ce qui est très important aussi là-dessus, c'est que si on continue à perdre à chaque année, ce millimètre de sol, c'est carrément nos terres arables qui servent à l'agriculture aujourd'hui, voilà, qu'on risque de voir disparaître au fur et à mesure. Donc c'est ultra stratégique de protéger nos sols, encore une fois, à la fois pour l'atténuation de nos émissions de CO2 et puis aussi également donc, pour la transition bas carbone. Enfin la transition bas carbone et puis aussi pour tout ce qui est phénomène de coulée de boue. Alors, un exemple très simple ici de la manière d'aménager une ville différemment. Donc ici, quand il pleut, comme vous le voyez sur cette photo, sur une voirie, eh bien, ce sont les bordures des trottoirs qui vont aller amener l'eau directement dans les bouches d'égout. Quelque chose de très simple à faire, il suffirait tout simplement de retirer les trottoirs ou de retirer les joints entre les trottoirs, en fait entre les bordures, pour que l'eau puisse directement arriver dans les zones végétalisées. Et donc on n'aurait plus cette problématique, ce surplus d'eau du coup qui arriverait donc, dans nos réseaux. Donc par moment, c'est des choses extrêmement simples comme vous voyez ici sur l'écran. À l'Adopta, donc on a référencé l'ensemble des solutions qui existent actuellement sur le marché, que vous pouvez découvrir donc, sur notre showroom. Alors il n'y a pas de solution parfaite, il y a des solutions donc, avec des inconvénients, des solutions donc, avec des avantages. Par moment, il y a des contraintes, mais c'est vraiment l'ensemble de la connaissance de ces solutions et de leur complémentarité qui fait qu'on peut gérer donc, de manière tout à fait vertueuse les eaux pluviales dans n'importe lequel des aménagements. Le premier type de solution qu'on va prioriser toujours, ça sera les solutions fondées sur la nature. Pourquoi ? Parce que les solutions fondées sur la nature permettent, comme on l'a vu juste auparavant, d'améliorer le cadre de vie, d'avoir de meilleurs écosystèmes, donc du coup d'avoir une reconquête de la biodiversité, de lutter contre l'isolement de chaleur. Donc c'est vraiment les solutions les plus performantes et c'est généralement les solutions les moins chères. Ensuite, on a les revêtements perméables. Si jamais on ne peut pas recourir aux solutions fondées sur la nature ou si on a besoin d'une complémentarité, on a les revêtements perméables avec toute une gamme qui est en train d'exploser en fait, actuellement qui va permettre d'infiltrer l'eau donc, dans nos sols. Et puis enfin, si on n'a pas forcément, si on ne peut pas utiliser de revêtements perméables pour X ou Y raison, financement, etc., manque de place, eh bien on a les ouvrages enterrés qu'on va présenter, que je vais présenter aussi juste après, donc qui permet de stocker l'eau et d'infiltrer l'eau, comme par exemple les chaussées à structure réservoir. Et c'est vraiment la complémentarité donc, de l'ensemble de ces solutions aujourd'hui qui permet donc, de faire face à n'importe quel type de problème. Sur les solutions fondées sur la nature, donc on a plusieurs publications sur notre site internet que vous pouvez retrouver. Donc ici vous avez par exemple la noue. La noue, donc c'est pas un fossé, c'est un petit espace creux, maximum à peu près de 30 cm, qui va permettre donc d'infiltrer l'eau, de gérer les eaux pluviales donc, en local, et qu'on va planter
En fait, ça ne sera pas du gazon. En fait, avec uniquement du gazon, ça ne fonctionne pas. Il va falloir, donc, comme je le disais tout à l'heure, avoir un maximum donc, de couches végétales différentes, donc arbustives, arborées et arborées, afin d'avoir un système racinaire complexe. Voilà, donc là, nous. Ensuite, vous avez si on n'a pas assez de place, s'il y a beaucoup d'eau donc à infiltrer, on peut très bien rajouter une tranchée d'infiltration. Alors, je rappelle juste avant, donc si on a un système racinaire complexe, même dans un sol argileux, quand on va planter en fait un sol argileux, par exemple un sol qui aura une perméabilité faible aux alentours de 10-7 mètres par seconde, avec un système racinaire complexe, on peut largement améliorer cette perméabilité donc afin de stocker de l'eau de manière vertueuse. Mais par moment, on peut avoir besoin de plus d'espace et donc on peut rajouter des tranchées d'infiltration. Voici ce que ça donne. On peut en avoir donc, dans des espaces commerciaux, des espaces résidentiels. Donc voilà, on en voit un peu plus maintenant. Là, un autre exemple aussi, la déconnexion des gouttières. Aussi, ça c'est un enjeu. Au lieu d'envoyer l'eau qui tombe sur nos toits, donc dans les réseaux d'assainissement, c'est ce qui va concourir donc, à les surcharger, on peut très bien les déconnecter et les envoyer donc, dans une noue, comme vous le voyez ici en exemple sur cette photo. Il y a les jardins de pluie. Les jardins de pluie, c'est pareil qu'une noue, donc c'est juste un peu plus ramassé et ça sera beaucoup plus végétalisé. Donc, ce qui permet aussi également d'avoir, de faire revenir la biodiversité donc, dans nos villes. Mares, plans d'eau, c'est d'autres solutions aussi également qui peuvent être utilisées. La toiture végétalisée aussi également, qui peut être utilisée conjointement aussi avec des panneaux solaires. Et on a remarqué que l'évapotranspiration des toitures végétalisées, quand on y greffe des panneaux solaires dessus, va améliorer l'efficience énergétique donc des panneaux solaires. Donc on est vraiment toujours dans la complémentarité de solutions, donc là ici de la production énergétique et en même temps de la biodiversité sur nos toits et en même temps de la gestion de l'eau sur nos toits, puisque quand il tombe de l'eau en fait sur une toiture végétalisée, ça nous permet de retenir l'eau à peu près sur 4 à 5 heures. Et sur une année complète, on est sur 40% d'abattement donc, de l'eau grâce à la toiture donc, qui a ce système. Donc moins d'eau, encore une fois, dans nos réseaux et moins de saturation. Voilà, ici vous avez une coupe. Il y a 3 types de toitures végétalisées, intensive, semi-intensive et extensive. L'arbre de pluie. Donc quand on regarde nos villes aujourd'hui, quand on se déplace dans nos villes, on voit souvent des arbres donc, avec leurs fosses d'arbres qui sont surélevées par rapport au trottoir. L'eau, quand il pleut, elle ne pénètre pas dedans. Voilà, il y a tout simplement des choses très très simples qu'on peut faire, comme ajourer les bordures donc, des caniveaux afin d'avoir le fil d'eau qui, au lieu de partir dans le réseau d'assainissement, part tout simplement dans la fosse d'arbres, qui permet encore une fois d'infiltrer l'eau et puis en même temps d'alimenter donc, nos arbres en eau. Ça c'est extrêmement important puisque nos arbres aujourd'hui, quand on les plante donc en milieu urbain, il y en a 1 sur 2 qui meurt avant 20 ans. Donc je me souviens d'Emmanuel Macron qui avait dit il y a quelques années qu'il allait planter 1 milliard d'arbres donc, dans nos villes. Si on n'a pas donc, des arbres alimentant en eau, si on continue de faire comme avant donc, au niveau des aménagements, ça sera de la dépense très importante pour avoir en plus une grosse quantité d'arbres qui ne résistent pas donc, au réchauffement climatique. Voilà ce que ça peut donner aussi également. Donc ici à La Roche-sur-Yon, donc avec un arbre alimenté directement en eau, qui est en fait sur lequel on n'a pas mis de bordure. Système de Stockholm aussi également, donc voilà, qui s'est développé donc en Suède avec de la grave, des cailloux en fait en dessous sur lesquels repose la fosse d'arbre, qui permettent aussi de stocker l'eau donc en même temps et d'avoir et on s'est rendu compte qu'avec ce système-là, les arbres poussaient mieux. Voilà. Les revêtements donc, de sol perméable, donc il y en a toute une gamme. Les revêtements perméables, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un coefficient donc, de ruissellement proche de 0. Donc il n'y a pas de ruissellement sur les revêtements perméables. Et un revêtement perméable, on va les utiliser souvent pour ne gérer que les eaux pluviales qui tombent sur leur surface. Donc par exemple sur une voirie ou sur un trottoir en revêtement perméable, ça permettra de gérer les eaux pluviales uniquement sur cette surface-là. Donc on en a plusieurs types aujourd'hui.
Donc on en voit beaucoup maintenant sur les parkings, des dalles alvéolaires engazonnées, des pavés, etc. Là ici on a des pavés drainants poreux à gauche. Donc là l'infiltration elle se fait au travers du pavé. Et à droite vous avez des pavés drainants avec des écarteurs où l'infiltration de l'eau va se faire entre les pavés. On a aussi une gamme de résines drainantes qui se développe beaucoup, donc, où l'infiltration va se faire au travers donc, de la résine. Ça peut être utilisé donc, pour des allées piétonnes, des entourages de pieds d'arbres, etc. Avec forcément en dessous, il faut faire très attention, puisque là on est sur des coefficients de perméabilité très faibles. Donc l'eau, elle pénètre directement à l'intérieur de la résine. Mais il faut qu'en dessous, on ait un sol forcément qui soit capable donc d'accueillir toute cette eau. Donc généralement en dessous, on aura ce qu'on appelle une fondation drainante, un espace de stockage donc de l'eau, donc sous forme généralement de cailloux, ce qu'on appelle de la grave, qui va permettre d'avoir un indice de vide à peu près de 35% pour pouvoir stocker les eaux, donc qui vont être infiltrées au travers donc du revêtement. Béton poreux aussi également, donc voilà, qui a des très bonnes qualités d'adhérence. Les enrobés poreux aussi également, donc qu'on peut retrouver sur les routes, aussi sur des places de stationnement. Et puis on peut combiner donc ces éléments entre eux, voilà comme vous le voyez donc sur l'écran. Le bénéfice pour le changement climatique aussi également, c'est que ce sont des matériaux donc maintenant qui n'ont pas, qui sont colorés en blanc, qui sont colorés avec des couleurs claires. Donc on n'a pas ce phénomène d'albédo donc sur ce nouveau type de matériaux et ça permet aussi d'atténuer donc les îlots de chaleur. Enfin donc on a les ouvrages enterrés. Les ouvrages enterrés donc là ici donc c'est des ouvrages auxquels on aura recours en dernier cours si jamais on ne peut pas utiliser les autres solutions. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus complexe à gérer, puisque forcément, si c'est enterré, s'il y a des problématiques de colmatage, c'est plus compliqué y accéder. Donc ici, on a un puits d'infiltration. Donc pour éviter justement ces problématiques de colmatage, à chaque fois qu'on aura des ouvrages enterrés, eh bien on aura des ouvrages de pré-traitement qui vont permettre de pré-traiter l'eau pluviale avant qu'elle arrive dans la zone de stockage et la zone d'infiltration. Ça, c'est extrêmement important donc, en termes de technique. Voilà quelques exemples donc, de puits d'infiltration. On peut les monter aussi en série. Voilà, tranchées d'infiltration aussi également, où on stocke l'eau et on infiltre l'eau plutôt en longueur. Voilà, voici ce que ça peut donner. On peut avoir des gros chantiers. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des sols, des solutions alvéolaires ultra légères qui permettent, c'est des grosses caisses donc, fabriquées à base de pétrole et qui permettent d'avoir des grosses capacités de stockage, donc quasiment 90% d'indice de vide. Ça peut avoir son utilité par moment quand il y a des très gros volumes d'eau donc, à gérer. Voilà, d'autres exemples. Donc, alors ici, voilà, vous avez des solutions alvéolaires ultra légères en forme de cylindres donc sans fond dans lequel on stocke les eaux et comme c'est longitudinal on peut très bien les utiliser pour les pistes cyclables et c'est ce que vous avez donc notamment à Douai ici rue de la Motte. Donc il y en a une tout en long de la piste cyclable qui amène les étudiants à leur école, à leur lycée. C'est le lycée Biotech derrière qui est à cet endroit. La chaussée à structure réservoir, ça aussi, les chaussées, les voiries, c'est une surface très importante. Ce sont des surfaces très importantes au niveau donc, de nos espaces urbains. Alors pourquoi pas les utiliser pour stocker l'eau? Donc une chaussée à structure réservoir, bah, ça fonctionne comment? Donc soit vous avez des enrobés poreux, et là la pluie, elle tombe directement au travers de l'enrobé, donc de la surface qui sert en termes de couche de roulement pour la circulation des véhicules, et bien là, vous avez la pluie qui passe à travers et en dessous, vous avez une structure réservoir à base de grave. Donc le grave, c'est comme du ballast que vous avez en dessous des rails de chemin de fer. Et dedans, vous avez un gros indice de vide, ce qui va permettre donc de stocker l'eau. Si on n'a pas d'enrobé poreux, on peut très bien en fait avoir des bouches d'injection comme des bouches d'égout, mais qui ne sont pas reliées donc, à notre réseau d'assainissement, qui amènent tout simplement par l'intermédiaire de drains l'eau de pluie qui tombe donc sur la voirie à l'intérieur donc de la structure en grave, afin encore toujours de stocker l'eau. Alors là ici, hop, je vais vous faire voir ce que ça peut donner. Donc j'ai un petit peu le temps. Donc voilà, on a donc là c'est un enrobé poreux.
Donc on ne fait pas ça à chaque fois, on ne fait pas ça souvent. Hein, donc voilà. Donc là, imaginons une pluie comme ça de science-fiction qui tombe sur une voirie. Donc là, on a une voirie qui utilise le système des enrobés poreux avec une chaussée à structure réservoir en dessous. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Hein. Voilà, toute l'eau est évacuée à l'intérieur de la structure réservoir. Et donc, du coup, nos réseaux ne saturent pas. Donc, si on avait ça partout, il n'y aurait plus aucune inondation dans nos rues. Ça n'existerait pas. Donc, c'est à développer. Voilà ce que ça peut donner dans des gros ouvrages, des grosses avenues. Donc, et là, avec des sols, des solutions alvéolaires ultra-légères. Mais on peut, au lieu d'utiliser peut-être des structures alvéolaires ultra-légères, on peut utiliser aussi également de la grave. Voilà. Alors, la grosse difficulté, c'est que la gestion de l'eau, c'est un cadre réglementaire donc extrêmement complexe, puisqu'on va retrouver un peu la gestion de l'eau partout. Donc, pour s'y retrouver, pour savoir qui a les compétences, voilà, ça peut être compliqué, puisqu'on va la retrouver donc dans le droit international, on va le retrouver dans le code civil, dans le code de la santé, dans le code général des collectivités territoriales, dans le code de l'urbanisme et dans le code de l'environnement. Donc, pour avoir un projet de gestion intégrée des eaux pluviales vertueux, ça peut être intéressant, donc du coup de se faire accompagner pour voilà, faire un peu le ménage un peu dans tout ça et bien comprendre qui gère quoi. Ensuite, il faut aussi également avoir une culture maintenant de la transversalité. Donc c'est important de ne pas opposer les services entre eux. Si on a par exemple des espaces verts, des espaces végétalisés qui peuvent maintenant gérer l'eau par infiltration, à qui va revenir donc la compétence donc justement et l'entretien de ces espaces végétalisés? Est-ce que ça va revenir à ceux qui ont la compétence assainissement? Est-ce que ça va revenir donc tout simplement au service espace vert? Donc ça, c'est des choses donc à définir en concertation donc au niveau des différentes équipes qui s'occupent donc de la gestion des eaux pluviales. Et puis il y a aussi de la communication par exemple à faire auprès des habitants, puisque si on a un peu plus d'espace végétalisé, un peu plus sauvage pour l'infiltration de l'eau, il faut aussi communiquer donc auprès des habitants. Donc voilà, il faut avoir cette culture de transversalité afin de ne pas opposer donc les services entre eux. Voilà, il y a énormément d'aides financières pour avoir recours à toutes ces solutions. Le premier gros levier, ça va être les agences de l'eau. Les agences de l'eau sont capables de financer jusqu'à 70% d'un projet d'aménagement s'il est vertueux, si ça correspond bien donc à des solutions fondées sur la nature, par exemple, et s'il est vertueux en termes de déconnexion donc, du réseau. Et puis après, il y a la région de France, il y a le Nord, le département, etc., qui peut aussi donc, lever des fonds pour aider donc financièrement les projets. Voilà quelques ouvrages pour finir que je conseille donc sur le sujet. Le premier, c'est Cultiver l'eau douce, donc de Samuel Bonvoisin, François Goldin, Antoine Talin. Donc Cultiver l'eau douce, c'est un ouvrage qui explique bien ce que c'est l'hydrologie régénérative. Et l'hydrologie régénérative a énormément de points communs donc avec la gestion intégrée des eaux pluviales, puisque les logiques, les principes sont les mêmes. Ralentir l'eau, infiltrer l'eau, la stocker quand c'est pas possible. Donc alors l'hydrologie régénérative par rapport à la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est tout simplement dans le milieu plutôt campagnard, on va dire, l'hydrologie, tandis que la gestion intégrée, ça sera plutôt donc en milieu urbain, mais ça partage énormément donc, de techniques, elles ont énormément de techniques en commun. Ensuite, c'est Olivier Amand, Antidote au culte de la performance et la robustesse du vivant. Ça, c'est intéressant aussi également, puisque notre système d'assainissement, on n'a été que vers la performance, chercher à évacuer, à augmenter, à gérer des débits de plus en plus importants. Et puis on voit aujourd'hui qu'en allant que dans une seule direction, on a des problématiques donc, de gestion. Et donc il faut recréer de la robustesse au niveau de notre manière donc, de gérer l'eau. Et c'est un ouvrage qui parle de ça et voilà, qui est intéressant. Et enfin, L'origine du monde de Marc-André Sellos, puisque toute la problématique de maintenant va être de savoir comment fonctionnent nos sols et de sensibiliser justement sur l'importance de nos sols, puisqu'on n'en parle pas assez. Et donc, voilà, avec des sols vivants, on peut faire plein de choses. Voilà.
Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bon salon. Merci.